Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je voudrais revenir sur comment faire autrement, hein. Je voudrais revenir sur les suites du meurtre atroce de Samuel Paty, pas très loin de Paris, à Conflans-Sainte-Honorine, pour juste essayer de, non pas de remettre les pendules à l'heure, j'ai pas cette prétention, mais du moins de remettre un peu de contexte, hein. Là, on assiste au bal des indignés, même des gens de gauche, des gens qui, il y a juste 10 jours, nous traitaient de fachos, de pétainistes et de xénophobes qui commencent à pointer du doigt l'islamisme et tout ça. On a l'impression qu'ils ont distribué de la testostérone gratuitement dans les rédactions parisiennes, dans les conseils, au conseil des ministres. On entend des ministres maintenant qui osent nommer un chat un chat. Alors, c'est la saison de la testostérone, hein. On leur greffe des organes de virilité. Bon, ça fait plaisir. Je ne sais pas si ce sera une poussée, si c'est une poussée hormonale d'un adolescent. Dans ce cas, il faut craindre une rechute dans quelques jours, ou si c'est une véritable mue transformation, l'entrée de l'âge adulte de nos chères élites. Bon, blague à part, il faut quand même qu'on se dise que le crime dont a été victime ce professeur d'histoire géo est un crime collectif. C'est un crime collectif. C'est facile de nommer le Tchétchène, d'ailleurs qui est mort. C'est facile de voir autour de lui, c'est facile et nécessaire, hein, de voir autour de lui les complicités des collègues, du professeur, des parents d'élèves, des élèves. Ça, il faut le faire, mais c'est très facile. Ce n'est pas faire justice à Samuel Paty que d'arrêter l'enquête à ce niveau-là. L'enquête, elle doit être morale aussi, pas seulement policière. Elle doit être morale, elle doit être éthique. Parce que plusieurs centaines de professeurs, de chercheurs, d'intellectuels français, d'hommes politiques, d'élus, de journalistes, ont tenu la hache, le hachoir, je ne sais quelle arme blanche, du Tchétchène. Ils l'ont tenu, ils sont éclaboussés du sang de ce professeur. Cela fait 40 ans qu'on justifie l'injustifiable en France. Cela fait 40 ans qu'on fait le procès de Nuremberg d'une nation entière, que l'on rend halal le meurtre des Français, parce qu'on les prend pour cible. Moi, je suis désolé, je regarde la télévision française, il m'arrive d'avoir des mauvaises idées de temps en temps, ou de m'autoflageller, je regarde le service public, ben je suis révulsé par ce que je vois. C'est un appel à la haine contre la France, mais perpétuel. Je regarde Décolonisation du sang et des larmes, diffusé sur France 2 récemment. Je suis désolé, si j'étais un garçon des banlieues, déjà largué parce que je suis loin des centres culturels de la France, je n'ai qu'une connaissance très superficielle, parce qu'à l'école, on m'enseigne que dalle, on m'enseigne le rap on n'enseigne même plus la grammaire. Donc maintenant, on ne vous enseigne pas grand-chose. De la France, je n'ai qu'une vision très superficielle, hein. C'est le policier de la BAC, le gendarme éventuellement, le professeur dévitalisé, qu'on me dit que c'est l'autorité, et voilà, quelque chose de très brumeux. Ben, quand je regarde ce documentaire-là de France 2, ben, j'ai la haine de la France. On vous explique que les Français sont les descendants des gens qui ont violé vos grands-mères, qui ont volé vos grands-pères, qui ont marqué le visage de votre grand-oncle, qui ont pillé votre pays d'origine, qui ont bâti leur richesse sur le pillage des colonies. Bah, je suis désolé. On vous apprend à haïr l'ennemi qui est le français. Voilà. Alors, tout ça, ça crée le contexte global qui fait que la France est désignée ennemie de tous les gens auxquels elle a donné le gîte et le couvert et le refuge, parce que monsieur était réfugié. Donc ce Tchétchène-là il n'est pas une courbe, il n'est pas un point aberrant hors de la courbe, hein, il n'est pas une exception, je veux dire. Il s'inscrit dans une mouvance de fond qui a été construite par les élites françaises et par la lâcheté du peuple français. C'est facile maintenant de cracher sur la gauche, l'extrême gauche, les trotskistes, les socialistes, de dire « Ah, ils sont aveugles et ils ont vendu la France, ils ont fait le regroupement familial, VGE, Valéry Giscard d'Estaing, il a commis une grande erreur. » Ok, tout ça c'est vrai, mais les gens se sont tus. Ça fait quand même 40 ans qu'on leur casse la gueule, je veux dire. Moi je suis désolé, on a un problème même psychologique, hein. Un père de famille, c'est censé défendre sa famille. Une mère de famille, c'est censé défendre sa progéniture. Or, qu'est-ce qui se passe en France depuis 40 ans? Les enfants se font casser la gueule sur le chemin de l'école ou dans l'école. Alors, si le père de famille, la mère de famille ne prend pas les armes
ou ne s'organise pas politiquement pour défendre sa progéniture, je dis qu'il y a un problème gravissime, c'est un problème anthropologique, c'est même plus un problème politique, partisan. Non, on n'a pas besoin de BHL ou de Cohn-Bendit ou de Yann Moix ou je ne sais qui pour désarmer ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est cette filiation-là qu'il faut voir. Quel est cet effondrement collectif? Quelle est cette soumission collective qui a eu lieu en France pour que les gens ne se défendent pas? Alors, les barbares, ils ont poussé les limites. Alors, une fois on a cassé la gueule à une arbitre il n'y a pas longtemps, c'est hallucinant. Dans 95, il n'y a pas longtemps, on a tiré 7 balles sur des policiers de la PJ. On brûle les bus, on attaque les pompiers, ça fait des années que l'autorité recule. Eh bien, vous savez comment ça se passe, hein, on désinhibe les gens petit à petit. Hein. Il y a deux manières de désinhiber les gens, au moins deux principales. Soit vous les bourrez de drogue et d'alcool ou je ne sais quoi, et là vous les transformez en bombes humaines, soit vous leur apprenez qu'il n'y a plus de limite, qu'on peut taper un policier, que l'on peut taper un père de famille et s'en sortir avec un sursis ou un rappel à la loi, ça me fait rigoler. C'est un rappel à la loi, mais vous importez des gens qui viennent de civilisations viriles, guerrières, organisées en clans et en tribus, où la punition elle est immédiate, où elle est massive, où elle est corporelle, et vous leur dites rappel à la loi. Mais vous foutez de vous. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils rigolent en quittant vos tribunaux. Voilà, donc c'est tout ça. C'est tout ça le contexte qu'il faut analyser. Et ce qui fait que le crime qui a été commis à Conflans-Sainte-Honorine est un crime collectif. Nous sommes tous responsables, à un degré plus ou moins divers. Hein. Il y a des gens lucides en France, il y a des hommes, des vrais, il y a des femmes, des vrais en France. Malheureusement, elles ont été ostracisées par un système et puis elles se sont laissées ostracisées par ce système aussi. Hein. Dire qu'on a dans les gens de droite, tout ça, il y a eu beaucoup de snobisme. Moi, je ne m'allie pas celui-là, je ne fais pas ceci. Il y a eu les égaux, l'amour-propre. Ça donne ça. Ça donne une gauche rétamée par terre qui nous gouverne. Parce que moi, je dis à mes amis de droite, c'est facile de dire maintenant que la gauche s'est trompée, mais elle est encore au gouvernement. Je veux dire, on n'a rien fait. Hein. C'est pas parce que le tyran est par terre que nous, on a pris le pouvoir. Je veux dire, on n'a aucun mérite, la droite n'a aucun mérite dans l'effondrement ou dans la décapitation, si on veut dire, de l'idéologie de droite, de gauche, c'est-à-dire le vivre ensemble, touche pas mon pote, tout ça, ça s'est effondré de soi-même. La droite n'a aucun mérite. C'est très grave, mais c'est vrai. Voilà, donc une fois qu'on a posé ce contexte-là, on ne peut pas se limiter à dire on va combattre l'islam, on va combattre l'islamisme, on va arrêter l'immigration. Il faut travailler ces choses-là. Hein. Moi, je vois très bien, j'ai aucun problème pour dire qu'il y a un lien de causalité évident entre l'immigration, l'introduction de l'islam en France et l'islamisme. Bon, pour moi, il n'y a aucun souci, je le dis. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que, quand je vous dis, le crime est collectif. Le musulman, comme d'habitude, sert de chair à canon. Il est tellement abruti, enfin ce jeune homme, c'est tellement abruti qu'il sert de chair à canon d'un projet qui le dépasse. Il y a le projet islamiste et il y a le projet français, de suicide, d'auto-sabotage. Ce peuple se fait harakiri. Je pense l'avoir démontré dans la première partie de cette vidéo. Voilà, donc si on aime vraiment la France, il faut la prémunir contre l'immigration, l'islam, l'islamisme, mais il faut aussi la prémunir contre elle-même. Ce pays s'ouvre les veines tout seul, je veux dire. S'il n'y avait pas l'islamisme, on l'aurait inventé. S'il n'y avait pas l'islamisme, on l'aurait inventé. Ce pays adore se faire mal. Donc on a besoin d'une reconquête. Il faut une reconquista des lieux, des organes qui ont été infectés par cette volonté de suicide, cette pulsion de mort. L'université, évidemment, je veux dire, je suis désolé, nous avons creusé le tombeau de la France dans les universités. Les gens qui ont mal lu Bourdieu, qui ont mal lu Foucault, ces gens-là nous ont dit pas de punition, la punition ne sert à rien, la prison ne sert à rien. Ils nous ont dit capital social, les gens lynchent vos enfants dans le métro, ils cassent la gueule aux surveillants, aux professeurs parce qu'ils n'ont pas de capital social. On nous a dit le type viole votre fille parce qu'il n'a pas les codes culturels. Tout ça on l'entend, hein, jusqu'à avant-hier, hein, et peut-être ça continuera demain. Hein.
quand la poussière soit retombée. Donc il faut reconquérir l'université française et qu'elle redevienne le lieu du bon sens et pas le lieu de la folie. Je veux dire, les indigénistes, ils surfent, enfin ils sont tranquilles dans les universités françaises. Hein. Ils sont pas des marginaux, ils sont le mainstream. Voilà, il y a un grand problème dans l'université française, il faut la reconquérir. C'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut faire. Reconquérir les rédactions, reconquérir la presse, reconquérir la vie éditoriale, la vie culturelle. Je veux dire, je suis désolé, si vous ne baisez pas certaines mains et si vous ne vous agenouillez pas devant certains totems comme l'antiracisme, comme la haine de la France, comme la repentance coloniale, vous n'êtes pas financé. Vous n'êtes pas financé, vous ne faites pas votre film, vous ne publiez pas votre livre, vous ne faites pas votre tournée. Voilà, c'est tout ça qu'il faut reconquérir. C'est facile de me dire on va attaquer on va s'en prendre aux Tchétchènes, on va je sais pas quoi, fermer une mosquée pendant 6 mois, ou on va fermer une ONG. Ça c'est le b.a.-ba, ça c'est même ma grand-mère analphabète le ferait. Le travail qu'on attend d'un gouvernement responsable, c'est d'aller à la racine. C'est pas de nous entretenir avec du pain et du cirque. Je veux dire, maintenant ça va être la course à l'échalote. C'est bien, il faut se dire, ça tombe sous sens, il faut reconquérir l'éducation nationale, qui est la matrice du mal. Je veux dire, je suis désolé, c'est les professeurs, ou certains professeurs, ou les syndicats de profs, après on peut regarder ça, on peut faire le fine-tuning, comme on dit en anglais, ce sont ces gens-là qui ont accepté de falsifier le roman national. Ce sont eux qui enseignent aux jeunes Français à se haïr, parce que fils de pétainistes et d'esclavagistes et de pieds noirs. Ce sont eux qui ont enseigné aux jeunes immigrés de haïr la France. Je veux dire, je suis désolé, il faut voir ce qui s'enseigne dans ce pays. Voilà, tout ça, il faut le reconquérir. Je veux dire, qui a décidé, qui a dit il est interdit d'interdire? Qui a prohibé les notes? Qui a prohibé le classement? Qui a prohibé la culture générale au concours? Je suis désolé, ce ne sont pas les immigrés. Il faut rester sérieux. Les immigrés sont trop largués pour rien demander. Ce sont les Français, de l'establishment, de l'éducation nationale, qui ont dit on ne veut plus de ça. Voilà, donc il faut qu'ils payent. Le paiement, c'est qu'ils se cassent. Tous ceux qui mènent le procès de Nuremberg de la France, colonialisme, repentance, pétainisme, tout ça, il faut qu'ils se cassent. Il faut qu'ils se cassent, et on est gentil, hein. Il faut qu'ils se cassent. Normalement, c'est l'exil. Après une catastrophe comme ça, après un fiasco comme ça, c'est l'exil en Sibérie ou en Guadeloupe, en Guyane. On est gentil parce qu'on est démocrate. Hein. Voilà. Donc, tout ça, ça m'amène à ma conclusion. Conflans-Sainte-Honorine, c'est passé à, je sais pas, à 18-19 heures, 2 heures avant l'horaire du couvre-feu. Bon, je viens de dire une bêtise parce que le couvre-feu, il a commencé le samedi suivant. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, il y a le corona. Le contexte de base, quand même, c'est le corona. Ça fait 7 mois que le peuple français est bâillonné, qu'il est soumis à une punition collective. Quel est le crime originel? Je ne le sais pas. Quel est le crime originel du peuple français? Je ne sais pas. Qui a mangé la pomme de qui a croqué la pomme interdite, le fruit interdit? Je ne sais pas. Mais ça fait 7 mois que le peuple français est enchaîné, qu'il est appauvri. 1 million de Français qui sont passés sous seuil de pauvreté, 1 million. Les divorces explosent, les maladies mentales explosent, les suicides explosent. On n'a pas vraiment les chiffres parce que ce sont des chiffres qu'on ne veut pas nous présenter. Vous avez une destruction du tissu économique. Vous avez la dette qui était, c'est ma mémoire est bonne, dans les 85% du PIB. Là, elle va monter à la fin d'année à 120%. Mais c'est divisé. Si on avait dépensé cet argent-là pour conquérir la Turquie ou déloger Daesh définitivement du Moyen-Orient, je veux bien. Là, on a dépensé de l'argent qu'on n'a pas pour faire plaisir à des fanatiques du Covid. Pour faire plaisir aux Covid-aimants. J'ai entendu ça chez un jeune qui s'appelle Karim Duval, un jeune franco-marocain, chinois d'ailleurs, plus, qui a dit ça, Covid-aimant. On a financé un délire avec de l'argent qu'on n'a pas. Je veux dire, la France n'a pas de pognon. Ce pays n'a pas de pognon depuis 83, depuis qu'il signe, enfin qu'il valide des déficits budgétaires. Et le même pays se permet une orgie collective avec des masques, du gel, de l'hydrochloroquine, un gel de l'économie, une destruction de l'économie. Le même pays ose accueillir des réfugiés. Mais avec quel argent, mon gars? Il est où l'argent? Tu es généreux avec ton argent, pas avec celui des autres. La générosité, c'est avec ton propre pognon. Mais quand tu prends le pognon chez Madame Merkel ou chez je ne sais quelle banque, tu n'es rien de plus qu'un captif. Tu es l'otage de ton créancier. Tu n'as pas à faire de la générosité. C'est pour ça que la France n'est pas respectée, parce que les gens
les immigrés, ils le savent, ils voient bien qu'il y a des problèmes en France, ils voient bien qu'il y a des SDF français, ils voient bien que la France, elle est plus souveraine. Mais comme elle est open bar, eh bien, ils crachent dessus. Je veux dire, tout ça, c'est tout ça qu'il faut qu'on ait en tête. Je reviens au corona. Je veux dire, comment voulez-vous croire en ces larmes de crocodile de ce gouvernement qui nous dit maintenant, je suis indigné, vraiment. Et là, je vais agir, je vais fermer tel ou tel ONG. Ce gouvernement qui vous empêche de vous défendre. Comment voulez-vous résister à un ennemi importé qui est l'islamisme si vous êtes confiné chez vous? Normalement, le couvre-feu, c'est pour faire un coup d'État. Vous savez, quand il y a, vous regardez l'histoire, dès qu'il y a un coup d'État, ou un coup d'État qui se prépare, l'armée ou la faction qui veut prendre le pouvoir, elle décrète un couvre-feu. Elle dit aux civils, restez chez vous. Et les civils regardent depuis la rue Lucarne les tanks passer. Et ils voient les morts et ils disent, voilà, vive le roi est mort, vive le roi. C'est ça qui se passe. Vous ne pouvez pas défendre votre pays quand vous êtes confiné chez vous, de 9 h à 6 h. Ou quand vous êtes appauvri. Il faut quand même, il y a la pyramide de Maslow, hein. À un moment donné, vous dites, je préfère manger que défendre ma souveraineté. Comment voulez-vous défendre votre pays quand vous êtes en déprime? On a déprimé les Français, on les a mis sous haute dose de panique et d'anxiété depuis le mois de mars, et vous déprimez les gens quand vous les soumettez à la pression carcérale, à la maison. Vous avez des gens qui se disputent, des couples qui se brisent, des enfants qui rendent leurs parents complètement fous, parce que les parents ont découvert que leurs enfants devaient apprendre, que l'apprentissage est un travail de pédagogique, c'est pas donné à tout le monde. Enfin bon, quand vous dégradez le moral de votre peuple, vous ne pouvez pas lui dire on va se défendre contre l'islamisme. Non. La France a deux ennemis. Deux ennemis. L'un est primaire, primitif, barbare, c'est l'islamisme, alias racaille, parce que c'est la même chose. Hein, ça. Les deux mènent une guerre de religion et de civilisation contre la France. Mais là, je ne rentre pas dans le détail. Et l'autre est beaucoup plus subtil. L'un est analphabète, et il est en survêtement Nike Lacoste, et l'autre, il a fait l'ENA et il porte un costume sur mesure. Les deux sont les ennemis de la France. Les deux nous cassent la gueule. L'un nous décapite et l'autre nous appauvrit, nous mène à la dépression, nous fait porter le masque de la honte, nous coupe la langue parce qu'ils veulent maintenant couper les réseaux sociaux, soi-disant pour lutter contre le séparatisme ou je ne sais quoi, ou les discours de haine. Ils nous enlèvent les passeports, voilà, ils nous empêchent de vivre notre mode de vie, voilà, ils nous déstabilisent. Nous avons deux ennemis. Comment pouvons-nous être aussi bêtes et aliénés et croire que ce régime-là va nous défendre contre l'islamisme? C'est du vent. C'est du vent. Voilà, je suis désolé je dirais pas lucide, j'ai pas cette prétention-là, mais d'être un peu tranchant. Mais c'est la réalité. On ne peut pas Enfin, nous sommes encore dans la zone de confort. Malheureusement, c'est humain, nous sommes encore dans la zone de confort. Les musulmans de France sont dans la zone de confort, ils font comme ça, ils disent ah, moi, je suis contre l'islamophobie, je veux pas me mouiller, je veux pas critiquer les terroristes, parce que de toute façon, c'est pas l'islam. Voilà, paix et amour. Donc, ce ne sont pas des musulmans. Et je ne veux pas être mis à contribution, pointé du doigt, ou intimé à me positionner pour défendre la France, parce que sinon, c'est du racisme. Ça s'appelle une zone de confort. Et les Français, ils sont de gauche ou de droite dans la zone de confort. La gauche, elle est là, on dira, ah mon Dieu, la laïcité, voilà, quand même. Et les gens de droite, ils se gargarisent de leur lucidité, mais je suis désolé, il faut tirer toutes les conclusions. C'est pas seulement dire les musulmans, l'islamisme. Votre ennemi, beaucoup de gens de droite, vous l'avez élu. Hein. Vous avez élu LREM. Hein. Et par votre passivité, vous le maintenez en place. Et par votre incapacité à vous unir et faire l'union des droites, vous allez contribuer à sa réélection en 2022. Donc il faut qu'on sorte de la zone de confort. C'est difficile, mais moi j'ai une zone de confort comme tout le monde et je m'y accroche. C'est enfantin, c'est comme ça. Mais si on ne sort pas de la zone de confort, on va tous couler, hein, tous. Les gentils, les méchants, ceux qui paient les impôts, ceux qui ne les payent pas, la racaille, les gens innocents, voilà, tout le monde va couler. Voilà, et c'est pas le but, et j'espère qu'on évitera ce naufrage-là, parce que la France quand même, si la France coule, il y a de quoi se suicider collectivement, parce que quelle belle civilisation,
quel beau raffinement, quelle richesse, quelle élévation de l'esprit. Moi, je le dis très clairement, le monde sans la France serait un monde extrêmement triste, extrêmement sombre. Et c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça qu'on se bat. On ne se bat pas seulement pour que Charlie puisse diffuser ses caricatures grossières, vulgaires, minables. Parce que les caricatures de Charlie, moi je le dis, elles sont minables. Je me bats pour que Charlie ait la vie sauve, je me bats pour que Charlie puisse travailler. Mais c'est pas ça qui est notre cause, notre drapeau, c'est la civilisation française, avec tout ce que cela signifie, dont Charlie. Mais on ne peut pas la réduire à Charlie. Le combat, enfin, l'enjeu est beaucoup plus beau. Enfin, l'enjeu, c'est Versailles, c'est Fontainebleau, c'est les beaux paysages de la Normandie, c'est la langue française qui est en train d'être détruite par des idiots qui pratiquent l'écriture inclusive ou qui nous mettent le franglais à toutes les sauces. L'enjeu, c'est le cinéma français qui est détruit, offensé par ces militants antiracistes qui voient le mal blanc partout alors qu'ils oublient qu'il faut s'inspirer. Bordel, regardez là. Revenons au cinéma français de la belle époque, la nouvelle vague, tout ça. On a l'impression qu'il y a une dégradation. L'enjeu, c'est l'architecture française. Regardez les bêtises, les idioties, les inepties construites par la mairie de Paris. L'enjeu, c'est le Paris haussmannien. L'enjeu, c'est l'architecture qu'on voit dans une île française comme à Beaune, par exemple. L'enjeu, ce sont les paysages de la Bourgogne que nous détruisons par les éoliennes. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la mixité. Bon sang, l'enjeu, c'est qu'une femme en France soit respectée H24, 7 jours sur 7, partout. Nous avons perdu ça. L'enjeu, c'est en finir avec le harcèlement contre les femmes. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est le rapport homme-femme, c'est les égards rendus par la civilisation française aux femmes que tellement d'étrangers ne comprennent pas. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est préserver la féminité. L'enjeu, c'est préserver la virilité de ce peuple. L'enjeu, c'est de permettre à ce peuple de se défendre sans être belliqueux. L'enjeu, c'est de réhabiliter l'usage de la force, c'est-à-dire que nous aimions notre armée, notre police, que l'enjeu, c'est qu'un homme défende sa femme et qu'un frère défende sa sœur. Et non pas qu'ils disent oui, je vais porter plainte et attendre que la justice de M. Dupond-Moretti mette un rappel à la loi à la racaille qui a embêté ma femme ou ma fille ou mon fils. C'est ça l'enjeu, c'est de redevenir des hommes libres avec une culture. Voilà, il y a plusieurs forces qui veulent nous envoyer vers le naufrage. Il y a ceux qui veulent nous transformer en animaux. Ce sont toutes les forces d'un capitalisme dévoyé, du consumérisme, du porno, de la drogue, d'un certain hip-hop, qui nous veut de nous transformer en animaux, qui consommons, qui forniquons, et qui parlons une langue dégradée à base de franglais, d'écriture inclusive, des gens incapables de lire un livre, parce que nous ne pouvons même plus lire les livres de Rousseau, du Bellay, parce que nous avons perdu la grammaire française en cours de route. Et vous avez une autre force qui veut nous transformer en sous-hommes. À force de vouloir nous parler de droits de l'homme, nous sommes devenus des sous-hommes, incapables de défendre nos familles et incapables de comprendre ce qui se passe. Je veux dire, qu'est-ce que nous avons fait émerger de nos tribunaux, avec tellement de caresses passées sur la tête des bandits, des voyous? Même nos racailles sont des petites frappes. On n'a pas affaire à Al Capone, au cartel de Cali ou de Medellín, ou à Sinaloa. Nous avons des petites frappes. Même au milieu de la mafia, même dans le milieu de la mafia, ils ne sont même pas foutus d'exister comme des hommes, comme des gens qui ont quelque chose à dire. Voilà, on distribue du cannabis, on tape sur un policier désarmé, sur un pompier désarmé, voilà. On terrorise une cité HLM parce que tout le monde est désarmé et toi tu as le droit de te balader avec une calache. C'est minable. Voilà, donc c'est au-delà de Charlie. Charlie est un prétexte. Je dis bien, on défend Charlie, mais nous valons mieux que Charlie. La France vaut beaucoup plus que Charlie. Et peut-être que ma faute, et nous sommes nombreux à avoir ce péché-là, à le commettre, c'est d'idéaliser la France. De ne pas la réduire à des guignols, à des caricatures. Moi, j'ai bien les caricatures, même les caricatures contre l'islam, mais il faut qu'elles soient belles. Bon sang, il faut qu'elles soient... voilà, il faut un minimum d'esthétique. Même pour blasphémer, il faut blasphémer avec le style, avec la classe française, avec l'élégance. Voilà, on n'est pas dans un sous-sol du Bronx ici, hein, c'est la France.
Oui, je veux dire, bon, donc c'est tout ça qu'il faut qu'on défende. Et pour cela, il faut quitter notre zone de confort. Et quitter la zone de confort, c'est l'étape numéro un. Avant la résistance, la reconquête que j'appelle de mes voeux, et le salut public, le salut de ce beau pays, de cette belle civilisation qui est la France, et dont le sort intéresse, intéresse les Français et tous ceux qui tiennent à la culture et à la civilisation dans le monde. Et la France a des amis partout, même en Chine. Il faudrait qu'elle s'en souvienne et qu'elle les honore de temps en temps, parce que viendra le jour où elle aura besoin de toutes les forces, toutes les énergies pour la défendre. Merci, à la prochaine, au revoir.